Salut à tous, alors ça y est, on arrive au mois de mai et ça va être le moment où on va pouvoir se lâcher au niveau plantation dans les jardins. Je sais pas trop chez vous, mais moi dans ma région, la foire du 1er mai, c'est vraiment là que les gens vont acheter le plus gros de leurs plants de tomates et courgettes et compagnie. C'est là qu'on va commencer à planter parce que c'est là qu'il n'y a plus trop de risque de gelée. Il y en a, ils vont attendre les scènes de glace, c'est un peu plus tard au mois de mai. Mais voilà, en tout cas, c'est le moment où on va vous dire que ça y est, c'est le bon moment pour planter. Et ces plantes-là, les tomates, les aubergines, les poivrons, tout ça, c'est des plantes qu'on dit très gourmandes. Donc dans cette vidéo, on va clarifier un petit peu comment on cultive les plantes gourmandes, lesquelles sont vraiment gourmandes, pourquoi elles sont gourmandes et comment on va pouvoir les nourrir, à quel moment. Bref, on va essayer de voir tout ça du début à la fin. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur les gloutons du jardin potager. Alors avant de voir les différentes méthodes pour chaque type de plante gourmande, on va déjà définir qu'est-ce que c'est une plante gourmande. Il y en a, selon moi, deux grands groupes. Il va y avoir les tomates, les aubergines, les courges, les courgettes, les citrouilles, qu'est-ce qu'on a encore, melon, pastèque, tout ça c'est des plantes qui sont assez gourmandes. Et ensuite on va avoir tout ce qui est groupe des choux brocolis, choux fleurs, rutabaga, qu'est-ce qu'on a encore, les choux kale, tout ce qui est plantes de la famille des brassicacées, qui sont gourmandes pour une autre raison. Alors, on va repartir en arrière. Donc, tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, pommes de terre un petit peu aussi. Donc, en gros, c'est beaucoup de plantes qui font partie de la famille des solanacées. Et à côté de ça, courgettes, les citrouilles, les courges, pastèques, melons, plantes de la famille des cucurbitacées. Donc vous voyez déjà, solanacées, cucurbitacées, globalement c'est des plantes gourmandes. Elles ne vont pas être toutes aussi gourmandes. Par exemple, le piment ne va pas être aussi gourmand que le poivron ou que la tomate. Il y a un petit truc assez simple pour voir est-ce que c'est gourmand ou pas gourmand. Et puis vous allez vite capter. Essayez d'imaginer la quantité de fruits de récolte que vous allez avoir sur la plante, la quantité de fruits par rapport au volume que fait la plante. Alors moi j'aime bien pour faire un parallèle, pour essayer de comparer un petit peu, par rapport à un chêne par exemple. Vous voyez le volume de glands que produit un chêne, vous voyez ce volume là comparé au volume que fait le chêne lui-même. Le tronc, les branches, les racines, vous voyez le volume de la plante par rapport au volume de ses fruits. Et à côté de ça, mettez un pied de tomate et imaginez le volume de tomates que va produire le plant de tomates sur toute une saison par rapport au volume de la plante. On voit bien que le ratio n'est pas du tout le même. Pour les pastèques, pour les melons, pour les courgettes, toutes ces plantes qui produisent un volume de fruits énorme par rapport au volume que fait la plante, ça c'est les plantes qui vont avoir besoin de beaucoup de fertilité, de beaucoup se nourrir dans le sol pour réussir à produire tout ça. Alors je glisse un petit truc par rapport à ça, on n'est pas obligé de faire des fruits énormes non plus. Souvent les plantes qui vont faire des gros fruits, c'est des plantes qui sont beaucoup arrosées. Alors une plante qui va être moins arrosée va faire des fruits moins gros, mais sera quand même plus intéressante nutritivement. Mais un pied de tomate pas beaucoup arrosé ou de courgette ou quoi, même pas beaucoup arrosé, ça fait quand même beaucoup de volume de fruits. Donc voilà, toutes ces plantes là, ça va être des plantes qu'il va falloir nourrir. À côté de ça, on a un autre groupe, les brassicacées. Donc dans les brassicacées, globalement, les choux chinois, les choux cabus, les choux de Milan, les choux brocolis, les choux de Bruxelles, les choux kale, choux raves. Ensuite, on a tout ce qui est navet et compagnie. Donc, tout ce qui fait partie de cette famille-là, c'est gourmand, mais pour une autre raison qu'on ne sait pas forcément. Alors, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à voir ce que c'est le principe de la mycorhisation. C'est le fait que les racines des plantes s'associent avec les filaments des champignons sous le sol, ce qu'on appelle la myco, ça vient de champignons, rhize de racines. Les mycorhizes, c'est les racines des plantes qui s'associent avec des champignons. Et les champignons vont aller chercher des matières nutritives dans le sol pour l'apporter aux plantes en échange de sucre que la plante fournit aux champignons. La plupart des plantes font ça, 99% des plantes font ça, enfin, je donne un chiffre complètement au hasard, mais en tout cas, quasiment toutes le font, sauf quelques familles. Et donc dans ces familles et dans ces plantes qui ne le font pas, on a la famille des brassicacées. Et pourquoi elles ne le font pas? Pourquoi elles ne le font plus? Parce que c'est des plantes qui ont l'habitude de pousser dans des sols très fertiles et que ces plantes donc ne se fatiguent plus à faire des échanges avec les champignons. Elles se nourrissent directement dans le sol parce qu'elles ont l'habitude, l'évolution a fait qu'elles ont l'habitude de pousser dans des sols très fertiles et donc elles n'ont plus besoin de faire cette association avec les champignons. Donc les plantes de la famille des brassicacées, on peut faire ce qu'on veut, elles ne se mycorhisent pas. Et donc elles ont besoin d'être nourries. Donc là on peut faire aussi un parallèle avec ce que je disais juste avant pour les solanacées, les cucurbitacées. Une plante qui va produire beaucoup de récoltes, un gros chou,
aura plus intérêt à être nourri qu'un radis qui fait aussi partie de la famille des brassicacées. Les petits radis, les navets, tout ça, il n'y a pas forcément besoin de le nourrir autant qu'un chou qui va faire beaucoup plus de volume. Donc voilà déjà pour ce qui est des plantes gourmandes qui vont avoir besoin donc de ressources alimentaires entre guillemets dans le sol. Autre chose qu'on peut voir, c'est de quel type de nourriture elles auront besoin dans le sol. On dit que globalement les plantes pour produire du feuillage vont utiliser plutôt de l'azote et ensuite pour tout ce qui est floraison, fructification, elles vont avoir besoin de plus de phosphore et surtout de potassium. Ça, c'est bien à connaître si on est vraiment dans une philosophie de nourrir la plante, de savoir qu'est-ce qu'on va apporter pour qu'elle ait ce dont elle a besoin. Ce qui n'est pas forcément la philosophie quand on est sur sol vivant ou sur vraiment une méthode naturelle, où on va plutôt compter sur la matière organique du sol, le fait que le sol soit riche en matière organique, donc plutôt sombre, qui contienne beaucoup d'humus, et le fait de toujours apporter un couvert végétal comme quand on fait de la tonte, les déchets de désherbage, toujours laisser de la matière organique en surface. La vie du sol, en décomposant tout ça, va prendre ce qu'il faut là-dedans pour l'apporter aux plantes. Tout ce dont a besoin une plante qui est contenu dans sa matière, va être contenu dans la matière des plantes que vous allez mettre au sol, et donc là-dedans, elles vont trouver à peu près tout ce dont elles ont besoin. Bon, à peu près tout ou presque. Alors je ne vais pas faire toute une vidéo sur la fertilité. Si ça vous intéresse, allez voir, j'ai fait d'autres vidéos sur la fertilité du sol. Mais il y a quand même un petit truc à savoir, c'est que beaucoup de choses qui sont disponibles dans le sol vont rester à peu près stables dans le sol. Par contre, il y a un élément qui lui va lessiver, lixiver, disparaître en tout cas assez facilement du sol. Et notamment l'azote, ça va souvent être celui-là qu'il va falloir apporter pour renouveler les stocks d'azote qu'il peut y avoir dans le sol. Bon voilà, ça on le reverra un petit peu juste après. D'abord, question, à quel moment on va planter ces plantes gourmandes? Je disais tout à l'heure en début de vidéo que par chez moi, il y a vraiment, alors peut-être c'est pareil partout, mais par chez moi en tout cas, la foire du 1er mai, le mois de mai, fais ce qui te plaît comme on dit, c'est vraiment le mois où on va pouvoir tout planter. Donc tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, les courgettes, en gros, tout ce qui est plantes gélives, en fait, tout ce qui est plantes qui risquent de geler et de mourir s'ils gèlent, on va attendre au moins le mois de mai. Certains paysans vont vous dire attendre les seins de glace. Donc les seins de glace, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est le 11, 12 et 13 mai. À partir de là, il n'y a plus de risque de geler. À savoir que ici, les dernières gelées, là cette année, on les a eues il y a pas mal de temps. Pour l'instant, pas de gelée noire à l'horizon, donc pas trop de risques. Mais il y a quelques années, j'ai eu un -2, -3. Le 27 mai ici. Donc bon, les seins de glace ou le mois de mai, c'est bien à savoir comme moyen mémotechnique pour se dire c'est plus ou moins à partir du mois de mai qu'il y a de moins en moins de risques, mais gardez quand même un œil sur la météo, sur le ciel pour savoir s'il y a des risques ou pas. Donc on va attendre quand même cette période pour tout ce qui est plantes gélives. Par contre, tout ce qui est choux, eux, on va pouvoir les semer selon l'espèce, selon la variété. Il y en a tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, la liste des choux que je vous ai cité, il y a plein de variétés pour chacune de ces espèces là, et donc selon l'espèce, selon la variété, ça va être plus ou moins de janvier, février jusqu'à août, voire même septembre pour ce qu'on appelle les légumes d'hiver, voire des légumes qu'on va récolter au printemps de l'année suivante. Donc le moment de planter, ça va être à peu près toute l'année pour des plantes donc qui ne sont pas gélives. Maintenant, à quel moment, comment on plante? Je vais vous parler surtout là de solanacées, cucurbitacées, puisque souvent les plantations sont groupées, mais en fait la méthode c'est la même pour tout. Ce qui va être important, c'est de savoir que on n'est pas obligé de préparer la zone de culture au moment où on va planter. Solanacées, cucurbitacées, plus ou moins mois de mai quand il n'y a plus de gelée à craindre. Par contre, la zone peut être préparée bien avant. Les choux, on peut les planter plus ou moins n'importe quel moment entre janvier, février comme je disais et jusqu'à août-septembre. Mais la zone peut avoir été préparée un petit peu avant, voire bien avant. Le seul truc peut-être qu'il y aurait à faire, c'est re-aérer un petit peu le sol, puisque selon le type de sol que vous avez, selon la texture de sol, alors si vous ne voyez pas ce que c'est la texture de sol, j'ai fait toute une vidéo là-dessus juste avant celle-là, donc je vous envoie vers celle-là, mais en gros ça sera, si vous avez une terre plutôt argileuse, plutôt lourde, qui peut se compacter plus rapidement, peut-être ça sera bien d'y mettre un petit peu d'aération, un coup de grelinette ou de fourche ou n'importe quoi sur la zone où vous allez planter pour aérer le sol, puisque, et ça c'est bon à savoir, la façon dont la plante se nourrit dans le sol est vraiment due à la vie du sol, et notamment par rapport à tout ce qui est cycle de la matière nutritive dans le sol, les bactéries vont faire partie des êtres vivants qui
qui nourrissent les plantes dans le sol, et c'est les bactéries aérobies, les bactéries qui vivent dans la partie aérée du sol, puisque c'est ces bactéries qui vont faire en sorte que la matière minérale soit mise à disposition pour les plantes. Donc si le sol est aéré, c'est mieux. Donc si vous avez un sol qui a été compacté parce que vous avez préparé la zone de culture plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de replanter, un petit coup de grelinette, un petit coup de fourche pour aérer le sol, le simple fait de faire ça va mettre à disposition des matières nutritives qui vont suffire à lancer la culture de la plante, à lancer la nutrition de la plante au moment de la plantation. C'est pas la peine de mettre un gros coup d'engrais, c'est pas la peine de mettre forcément beaucoup de fumier ou de compost au moment où on va planter. Ça pourra venir un petit peu après. C'est pas gênant si vous l'avez fait un petit peu avant. Ça sera mis à disposition petit à petit, mais en tout cas, c'est pas la peine de trop nourrir au moment de la plantation. Un autre truc qu'on va pouvoir faire au moment de la plantation, ça c'est dû aux couverts végétaux ou aux engrais verts qui pourraient être en place sur la zone où vous allez cultiver. Alors, je vais resituer un peu et pour ça, je vous envoie même vers alors je ne sais pas laquelle je vais vous mettre en lien parce que j'en ai fait deux sur comment préparer une zone de culture avant même la plantation. Et en résumé, on prépare et une fois que le sol est prêt à recevoir des cultures, on sème un couvert végétal ou un engrais vert. Donc en gros la situation possible c'est que là où on va cultiver, on est, et c'est exactement ce que j'avais ici, on est un couvert végétal bien dense et au moment de planter, on va faucher tout ça, laisser au sol. On fauche au printemps maintenant quand l'herbe est bien verte, enfin, quand la matière végétale est bien verte, bien grasse, bien nutritive. On laisse ça au sol et là ce qui peut être fait même ensuite, on fauche, on laisse au sol et on met un paillage sec par-dessus avec de la paille, avec des feuilles mortes, avec ce que vous avez à disposition. L'idée c'est juste que cette matière là, en se décomposant petit à petit, va à terme finir par nourrir la culture suivante, d'où le terme de engrais vert. C'est une plante qui pousse et qui en se décomposant ensuite va nourrir la culture suivante. Et quand les plants seront prêts, j'aurai juste à écarter le paillage. Donc évidemment, si vous voulez faire cette technique là pour planter vos tomates et vos courgettes, le fait de faucher c'est le jour où vous allez planter. Donc là, imaginez ce que vous êtes en train de voir, ça c'est en train de se passer au mois de mai, plus ou moins, après les dernières gelées, quand on plante les tomates. Donc là on a juste à gratter, à faire le trou de plantation et on plante au milieu de l'engrais vert. On va mettre une autre ici. Et voilà, donc là les engrais verts qui sont autour, qui ont juste été fauchés, vont se redévelopper. Et comme je disais en début de vidéo, ceux-là, si à un moment ils deviennent gênants pour vos plantations, eh bien vous refaites la même chose, vous fauchez, vous les laissez toujours en paillage autour. Et comme ça va nourrir le sol en continu, protéger le sol en continu. Et le fait qu'il y ait des systèmes racinaires qui restent en place dans le sol, ça va aussi nourrir la vie sous-sol en continu, donc c'est idéal. En fin de vidéo, je rajouterai des petites astuces en plus et je vous parlerai du fait de est-ce que c'est intéressant de regrouper les plantes gourmandes ou pas forcément. Voilà, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais en tout cas pour cette raison, par rapport aux engrais verts, c'est vrai que c'est pas mal de les avoir sur une même zone de culture. J'en reparle en fin de vidéo. Alors on va voir maintenant comment et surtout quand on nourrit ces plantes gourmandes. À savoir qu'une plante qui est gourmande va être gourmande jusqu'au bout de sa culture. Donc si c'est des plantes qui vont rester longtemps en place, il va falloir qu'elles aient suffisamment à manger du début jusqu'à la fin. Et comme on l'a vu un peu plus tôt, elles ne vont pas forcément avoir besoin des mêmes choses tout le long. Dans la partie production de feuillage, plutôt de l'azote et fleurs, fruits, plutôt phosphore et surtout potasse. Comme je le disais un petit peu plus tôt, je me répète mais c'est important de le savoir, sur un sol riche en matière organique et bien nourri, que le sol, la vie du sol soit bien nourrie, il n'y a pas besoin de réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on va donner pour que la plante ait exactement ce qu'il lui faut. Si vous mettez vraiment de la matière organique végétale, du compost, normalement il y aura à peu près tout ce qu'il faut dedans. Alors pour ceux qui ont des jardins depuis pas mal de temps, qui font du potager depuis pas mal de temps, qui mettent de la matière organique en surface, qui rajoutent du compost, et si votre terre est plutôt sombre, plutôt noire, plus c'est foncé en général, plus c'est foncé, plus il y a de matière organique dans le sol. Donc quand le sol est riche en matière organique, juste mettre un petit coup de grelinette, de fourche, aérer le sol pour relancer l'activité bactérienne et planter ensuite, ça peut suffire pour être bien nourri quasiment jusqu'au bout. Le fait d'avoir fait un engrais vert et de laisser la matière se décomposer, ça va être intéressant pour quelques semaines, voire allez, 2-3 mois. Mais pour certaines plantes, les tomates par exemple, les poivrons, les aubergines, un peu toutes les solanacées que je vous citais au début, et puis pas mal de cucurbitacées, ça va être des cultures qui sont très très longues. On les met en place là au mois de mai et puis jusqu'aux premières gelées de l'hiver, elles vont être en place et elles vont être gourmandes jusqu'au bout. Donc ça peut être intéressant d'y rajouter parfois un petit coup de pouce en cours de culture. Bon, et pour les gens qui n'ont pas des sols encore trop riches en matière organique ou qui ont des jardins potagers un peu récents, on va pouvoir nourrir un petit peu dès le début.
Donc à savoir qu'une jeune plante, comme je disais, il n'y a pas besoin d'y mettre trop, un truc trop chargé dès le début. C'est pas sur ses débuts que la plante a le plus besoin de se nourrir. Donc juste mettre du compost en surface, du fumier mais décomposé, pas de fumier trop frais. Si vous voulez utiliser ensuite moi j'appelle ça des engrais minéraux, dès que c'est un engrais liquide, que ce soit purin d'ortie ou purin de n'importe quoi comme plante, ou que ce soit des purins animaux, voire même utiliser de l'urine, hein, c'est très intéressant comme engrais. Par contre, pas beaucoup, pas trop chargé, jamais plus que allez, 10%, ça suffit, 10-15%, mais c'est même pas la peine de mettre plus de 10%, ça suffit. Mais c'est même pas la peine de mettre plus de 10%, c'est largement suffisant. Et on peut en mettre au début, allez, un arrosage sur 3, je dirais, pas plus que ça. C'est vraiment pas la peine de trop nourrir au début. Le simple fait de décompacter la terre, normalement ça suffit. Si vous avez préparé votre zone de culture un petit peu plus tôt, quelques semaines, voire un mois ou deux plus tôt, quand c'est au mois de mai, si on a préparé les zones de culture pendant l'hiver, et que vous avez mis du compost en surface, il n'y aura pas besoin de nourrir en début de culture. Si vous ne l'avez pas fait, mettez du fumier bien décomposé ou du compost en surface, voilà, ça suffira, c'est pas la peine d'en mettre plus. Ensuite, en cours de culture, il y aura plusieurs façons de faire. Guano de volaille, très nutritif. Fumier décomposé, compost, toujours intéressant, et on peut en rajouter en cours de culture. Si vous voulez utiliser, encore une fois, des engrais liquides, purin, urine, toujours dilués, faites-le pas trop souvent, un arrosage sur 2 ou 3 ça suffit, mais vraiment moi c'est pas ce que je conseille, puisque si vous en mettez trop, soit vous risquez de cramer vos végétaux et ça va pas leur faire du bien, soit de toute façon si c'est pas consommé par la plante ou la vie du sol, ça va être une petite pollution entre guillemets, puisque ça sera perdu, ça va descendre dans les nappes phréatiques. C'est pas énorme hein, comme pollution, mais c'est juste une perte pour vous, donc pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Pour moi les purins végétaux, ça va être intéressant pour booster un sol qui n'est pas assez dynamique au niveau de la vie du sol, mais après l'utiliser vraiment comme engrais pour les végétaux, c'est trop risqué, et puis c'est surtout une charge de travail que perso moi j'ai pas envie de m'imposer. Par contre, mettre de la matière organique, renouveler la couverture de matière organique sur le sol, remettre un petit peu de compost en cours de saison, ou juste balancer quelques poignées de guano si vous avez du guano de volaille, guano de poule, d'autres types de guano, c'est très riche, donc vraiment allez, une bonne poignée sur 1 mètre carré. Vous ne mettez pas une grosse poignée sur chaque plante. Hein. Donc repassez-y une fois par mois en cours de saison, balancez une petite poignée sur 1 mètre carré et ça suffira largement pour tenir jusqu'à la fin de la saison. Je pense aussi, j'ai fait une autre vidéo sur tout ce qui est fabriquer ces engrais maison, je vous mets le lien là. Non, allez voir cette vidéo sur les engrais maison et vous aurez pas mal de petites infos sur comment les faire et à quel moment les utiliser. Bon ben voilà, à ce stade, il ne restera plus qu'à faire les plantations. Ça a été décompacté, il y a du compost, il y a un peu de paillage de ce côté. L'autre côté, j'en ai pas mis. Voilà, vous voyez si vous avez envie d'en mettre ou pas selon ce que vous avez à disposition. Là, je vais y planter, c'est quoi? De la gourde calebasse. Après, je vais mettre des concombres tout le long. Je vais vous montrer ma méthode. Donc, bien élargir. Faites attention, le problème du paillage souvent c'est que ça héberge de la limace, et si vous mettez en terre des plantes sensibles aux limaces ou aux escargots, des fois c'est bien d'écarter un petit peu le paillage et de venir surveiller régulièrement. Moi ma terre est très meuble, très légère, sableuse, donc juste un petit coup de griffe pour ameublir. Moi ma méthode c'est de l'eau dans le trou et hop, je mets ça en terre. Alors c'est une plante qui est bien développée, ça c'est un petit truc que moi j'aime bien faire. À côté j'ai des concombres là qui sont beaucoup plus petits, pour cela une fois plantés je vous montrerai, mais je vais y mettre une petite serre dessus pour les booster un peu, pour les protéger un petit peu des gastéropodes aussi. Mais une fois gros développés comme ça, normalement il n'y a pas de souci. Alors tous ces détails là, je les explique un petit peu plus, je les détaille un petit peu plus dans une vidéo que j'ai faite sur mes méthodes de plantation. Le fait de faire un trou, de remplir d'eau, de mettre la plante après, et que grâce à cette technique, il y a une meilleure résistance à la sécheresse. Il n'y a pas besoin de réarroser juste derrière. Donc voilà, je vous mets cette vidéo quelque part là en haut à droite de l'écran. Donc là c'est des cucurbitacées, j'ai pas de solanacées, j'ai pas de tomates à mettre en terre, donc j'ai pas d'exemple à vous faire là tout de suite de plantation. Mais de toute façon c'est à peu près la même chose, à une différence près quand même assez importante. Les cucurbitacées, donc que ce soit les courges, les courgettes, les melons, les pastèques, les citrouilles et compagnie, toutes les cucurbitacées, on essaye de pas enterrer, enfin on n'enterre pas du tout le collet. La partie de la plante qui est au-dessus du sol ici doit rester au-dessus du sol.
Par contre, pour les tomates, là vous pouvez les enterrer beaucoup plus profond. Si vous avez un pied de tomate qui est assez grand, enlevez les feuilles du bas et enterrez le pied. Plus vous le mettez profond, vous pouvez même l'enterrer un petit peu à plat si vous ne pouvez pas creuser. L'idée c'est d'enterrer une bonne partie de la tige, puisque la partie de la tige qui ne fera pas de tomate n'a aucun intérêt à être en l'air. Par contre, une fois qu'elle est sous terre, elle va faire des racines. Donc elle a tout intérêt à être enterrée et la plante le supporte bien. Par contre, sur les cucurbitacées, les plantes ne le supportent pas. Ça aussi, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo sur le repiquage, il me semble. Bon, je ne suis pas sûr de pouvoir vous mettre des liens pour toutes les vidéos dont je vous parle, mais allez fouiller sur ma chaîne, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été expliquées. Bon, allez, et moi je vais essayer de finir de planter et en même temps, c'est pas évident de faire des vidéos où je fais des choses et en même temps j'essaye de filmer et de voir si ça marche bien, mais en même temps de faire... voilà, c'est pas évident. Mais là je vais essayer de vous faire quelques images aériennes parce que j'ai un nouveau jouet pour vous faire des super vidéos que j'apprends à m'en servir. Allez, je vous présente Moustique. C'est grâce à lui que vous pouvez voir du ciel d'en haut tout ce que je fais d'habitude. Ce qui permet d'avoir une vision un peu plus large du jardin, de voir un peu mieux, un peu plus le design du jardin, l'organisation. Voilà, ça filme. Allez, je vais essayer de vous faire un montage de ouf aujourd'hui. Bon, tu me vois là? Il y a un peu de vent, mais allez, ça devrait le faire quand même. C'est parti! Voilà, donc on va résumer. On a vu qu'est-ce que c'était les plantes gourmandes, pourquoi elles étaient gourmandes, on a vu comment, à quel moment les planter et puis comment, à quel moment les nourrir. Deux, trois petites astuces. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la méthode simple, efficace, pratique, on n'a pas besoin de trop se fatiguer. Donc, je vous disais, tout ce qui est purin là, et compagnie à fabriquer, moi je me fatigue pas trop à ça. Par contre, apporter de la matière organique en surface, ça fait un apport pour la vie du sol qui à terme va nourrir les végétaux. C'est vraiment le plus pratique à faire et le plus intéressant, le plus naturel. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir toujours apporté, pas très loin des cultures pour la biomasse. Par exemple, là j'ai de la consoude du Caucase, j'ai d'autres types de consoude, j'ai du miscanthus, voilà, des plantes qui produisent de la matière organique. Et quand elles sont apportées de culture, eh bien, régulièrement dans la saison, on va faucher et on va mettre ça en surface. Pensez à avoir l'œil sur la surface du sol, au pied de vos cultures. Si le sol est à nu, c'est que la matière organique a été consommée et que donc il est temps d'en remettre d'autres. Normalement, le sol devrait toujours être couvert, même quand il est en culture, même si vous avez des tomates, des courgettes et compagnie, soulevez les feuilles, regardez le sol. S'il n'y a pas de matière organique en surface, il va y avoir un petit manque et c'est dommage. Donc, parce que cette matière organique en se décomposant va nourrir la vie du sol, va nourrir les limaces et tout ça. Les limaces aiment bien manger cette matière fraîche qui va commencer à se décomposer, et si vous avez des problèmes de gastéropodes, limaces, escargots, ils vont, en tout cas vous allez être content de les voir manger ça plutôt que de manger vos plantes. Donc voilà, pourquoi pas cultiver, vous pensez à cultiver pas très loin de vos zones de culture de plantes gourmandes, des plantes à biomasse pour pouvoir couvrir le sol, pailler et nourrir le sol. Donc c'est bien d'avoir ces plantes là pas loin des zones de culture et des zones de culture de vos plantes gourmandes, et donc pourquoi pas regrouper toutes vos plantes gourmandes. Il y a plusieurs façons de faire, il y en a certains qui vont vous dire que c'est bien de mélanger des plantes gourmandes, des plantes moins gourmandes et des plantes fertilisantes, comme par exemple les légumineuses.
donc les fèves, les pois, les haricots, la luzerne, il y en a plein, le trèfle, qui fixent l'azote avec des symbioses au niveau des racines. Je vous passe les détails, mais en tout cas c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'être nourries et qui vont produire de la fertilité, et en fauchant ces plantes, on va pouvoir nourrir les plantes gourmandes à côté. C'est une façon de faire, j'aime bien, hein, j'adhère aussi à cette façon de faire, mais ce n'est pas celle que je pratique. Moi je vais plutôt regrouper toutes les plantes gourmandes ensemble, en tout cas au niveau du potager, et comme ça c'est vraiment cette zone que je vais nourrir. C'est intéressant de le faire pour une autre raison, c'est des plantes qui ont aussi souvent besoin d'être un peu plus arrosées que d'autres. Les tomates, les aubergines, les poivrons, melons, pastèques, c'est des plantes qui sont des fruits qui sont en tout cas très charnus, très juteux et qui ont besoin d'être un peu plus arrosés. Ne les arrosez pas trop quand même, arrosez vraiment quand la plante en a besoin, mais ne sur-arrosez pas, sinon vous allez avoir des gros fruits mais qui seront surtout pleins d'eau. Donc favorisez l'enracinement en profondeur, vous allez avoir des plantes plus goûtues, des fruits qui resteront charnus mais surtout plus goûtus, plus nutritifs. Mais dans tous les cas, même si vous arrosez pas trop, il va falloir quand même arroser un petit peu. Donc si vous regroupez les plantes qui sont non seulement gourmandes en matière fertilisante et en plus gourmandes en eau, ça sera plus pratique pour nourrir quand vous aurez besoin de ramener de la matière organique, quand vous aurez besoin de mettre du compost au moment de la culture ou avant la culture. Ben, ça sera tout sur une seule zone. Et ensuite, si vous regroupez tout ça, vous allez pouvoir mettre des points d'eau. Moi j'ai un point d'eau là juste derrière, pas très loin de mes zones de culture, mais de mes zones potagères, j'ai des points d'eau, comme ça c'est pratique à arroser aussi. Chacun fait un petit peu comme il veut, c'est pas une obligation, mais moi personnellement je trouve ça intéressant de regrouper ensemble les plantes qui ont les mêmes besoins. Ça va être aussi pratique pour les rotations de culture, hein. Si on les fait à un endroit, l'année d'après on peut les faire à un autre endroit, et puis comme ça on va nourrir différentes zones. Alors on peut pousser le truc encore plus loin. Là par exemple ici, moi j'ai rassemblé les plantes qui vont être gourmandes. J'ai mis la dose de compost tout le long là, à peu près une brouette de compost tous les 3 mètres linéaires sur une ligne de culture. Ça va être des plantes donc gourmandes en matière nutritive, en eau. Et en plus c'est des plantes grimpantes. Je suis en bord de serre sur lesquelles j'ai mis un grillage là pour que ça puisse grimper dessus. Et donc je vais y mettre des courges, des concombres, des coloquintes, des hippomées, des trucs qui vont pouvoir grimper sur la serre. J'ai trop hâte d'être cet été et de vous montrer ce que ça aura donné. Il y a une petite astuce, mais là du coup c'est difficile d'avoir des grosses zones nourries de cette façon-là. Si vous fabriquez du compost, ne le faites pas toujours au même endroit, c'est pas forcément pratique de déplacer la zone dans laquelle on fait le compost, mais imaginons que vous arriviez à le faire, la zone où vous faites du compost une année, vous allez utiliser ce compost pour nourrir différentes zones, et à l'endroit où vous aviez fait du compost, une fois qu'il n'y en a plus, le sol en dessous est quand même très nourri, très riche en matière, très fertilisante. C'est sur cette zone qu'on va pouvoir faire les plantes les plus gourmandes. Par exemple, si vous voulez faire de la rhubarbe, c'est vraiment sur cette plante que je l'ai fait. Si vous voulez faire de la courge, de la courgette, ces plantes qui sont très gourmandes, faites-les sur une ancienne zone à compost et vous allez voir que ça part très vite. Voilà, allez, je crois que j'ai fait le tour, j'ai donné toutes mes petites astuces, donc je vais me dépêcher de finir parce qu'il y a des gros nuages bien noirs qui arrivent. Donc c'est génial d'avoir de la pluie en cette saison, mais pour faire une vidéo, c'est pas idéal. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. Si c'est le cas, partagez la vidéo autour de vous, mettez des petits commentaires, des petits pouces en l'air. C'est toujours très sympa pour les référencements. Et autre petit truc qui est sympa, c'est de me soutenir financièrement, puisque cette chaîne fonctionne grâce au soutien financier de tous les tipeurs qui me suivent depuis un petit moment, de tous les gens qui sont adhérents à ma chaîne. Donc par là, il y a un petit lien pour aller vers ma plateforme. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt par là. Vous verrez, à chaque fois que je dis que c'est là, en fait, c'est l'autre côté. En gros, c'est en haut à droite de l'écran. Je devrais arrêter de montrer. Je me gourre à chaque fois. Et sinon, ben voilà, adhérez à la chaîne. Et comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui le font et qui me permettent de prendre le temps de faire tout ça. Allez, et puis pour ma part, ben, je vais mettre mon tablier et essayer de faire quelques plantations avant que la pluie arrive, si je peux. Allez, merci à tous et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bonne plantation à tous. Salut!